Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces enfants qui sont atypiques. Ceux qu'on remarque vite parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases. Ceux qui bousculent les rythmes, les cadres, les attentes. On leur parle souvent de leurs troubles, mais si on changeait de regard, si on cherchait à comprendre plutôt qu'à normaliser. Dans cette vidéo, je vais vous partager comment j'accueille ces enfants, mon approche qui se compose de beaucoup d'observations, d'intuition, de douceur, et comment l'human design vient ensuite confirmer ce que j'ai perçu d'eux et m'aide à trouver des solutions pour pouvoir les accompagner. Parce que chaque enfant est différent. Chaque enfant a un monde, une vérité, une construction. Et quand on comprend sa carte intérieure, bah, tout commence à faire sens. Donc, mon intention ici, c'est d'ouvrir un espace de compréhension et de reconnaissance pour ces enfants qui sont sensibles, parfois lumineux, parfois troublés, parfois troublants, et qui sont souvent mal compris. Alors, qu'est-ce qu'un enfant atypique? Par quoi est-ce qu'il est caractérisé? Pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça des enfants atypiques? Bah, c'est comme les adultes, il peut y avoir de l'hypersensibilité avec des émotions, des difficultés à gérer leurs émotions. Il peut y avoir des troubles qui sont avérés et diagnostiqués, comme les troubles 10, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie et j'en passe. Il peut y avoir des troubles de l'attention, ce qu'on appelle du TDAH, avec ou sans hyperactivité. Il peut y avoir les hauts potentiels. On parlait de hauts potentiels intellectuels ou émotionnels, et dans ce cas-là, on parle de sensibilité, d'hypersensibilité aussi dans ce modèle-là. Il peut y avoir aussi des troubles du comportement, des comportements d'opposition, des comportements de provocation. Il peut y avoir énormément de peur aussi chez certains enfants. Donc tout ça, en fait, ce sont des choses qui peuvent être diagnostiquées ou non par des professionnels. C'est comme des petites étiquettes qu'on pose sur l'enfant parce que dans notre société aujourd'hui, on a ça dans notre bagage pour nous aider, pour essayer de comprendre en fait leurs problématiques et du coup de pouvoir les accompagner à l'école. C'est vrai qu'il y a un peu ce besoin d'une validation par cette petite case, cette étiquette qu'on pose sur l'enfant. Du coup, ils peuvent avoir des aménagements, par exemple à l'école, la possibilité de faire des démarches administratives pour avoir une accompagnatrice scolaire, par exemple, une AESH, ou des aménagements, un ordinateur, même au primaire, des aménagements aussi pour les examens, du temps supplémentaire, une pièce à part, toutes ces choses-là qui vont lui permettre de mieux appréhender tout ce qui est examen en général. Donc, il y a toute une diversité d'atypisme. Et comme j'en parle souvent dans mes vidéos, il faut voir ces différences, ces atypiques, comme des spectres. C'est-à-dire que c'est un continuum qui est variable selon les enfants et les personnes en général. Et donc, c'est important de voir ça avoir un curseur, en fait, d'identifier pour chaque enfant ses difficultés en termes d'attention, ses difficultés en termes de sensorialité, de sensibilité, d'émotion, de provocation ou de technique de mise en relation, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes à évaluer dans la prise en charge qu'on peut avoir de ces enfants atypiques. Donc, mon approche en tant que personne accompagnatrice de ces enfants-là, je vais beaucoup les observer. Je vais du coup faire un petit peu ce bilan par mes observations, observation de leur relation avec leur père P-A-I-R, et non pas leur père, leur papa, avec leur père, mais aussi avec les éducateurs. Donc, ça peut être leurs parents, ça peut être aussi des personnes qui prennent, qui sont là pour eux, donc des animateurs, des éducateurs, voilà. Toutes les personnes qui sont autour de ces enfants-là. Donc, j'écoute comment ils parlent, comment ils rentrent en relation. J'essaye, moi aussi, de rentrer en relation avec eux pour essayer de voir comment
on peut établir de nouvelles relations. Comment est-ce qu'il réagit à des stimuli? Donc, je vais leur proposer des choses par la parole ou par le jeu et je vais observer leur réaction. Je ne suis pas là pour faire un diagnostic avec ces enfants-là. C'est juste pour moi me permettre d'évaluer tout ce dont j'ai parlé au niveau de l'atypisme. Et bien sûr, il y a des fois, j'ai besoin plus d'observer l'enfant lui-même en train d'être dans son espace plutôt que de moi interagir avec l'enfant. Et parce que ne me connaissant pas souvent, ils vont être sur la réserve, etc. Donc, il y a plus de choses que je vois en observant l'enfant dans son milieu plutôt que quand moi j'interagis avec lui. Donc, j'ai une position d'observation, d'écoute. Je regarde un peu l'énergie qu'il déploie, les rythmes quand il est en interaction avec les autres enfants. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est lui qui essaye de dominer ou qui est dominé? Est-ce que des fois ça change? C'est important de savoir. Si la posture change, s'il recherche tout le temps d'être tout le temps dominateur ou s'il est tout le temps dominé, c'est des indications qui sont très importantes à voir. Et donc, du coup, toutes ces observations fines en fait de l'enfant, je me sers en fait de ma particularité de projecteur qui a une observation très fine et qui pénètre vraiment l'aura des autres personnes, et en l'occurrence là des enfants. Et je me sers de toutes les informations que je peux recueillir pour m'aider à planter un peu le décor, à voir le contour un petit peu de ces enfants-là. J'ai besoin d'observer différents temps, différents moments de la journée afin de recueillir un maximum d'informations. Ensuite, quand j'ai bien identifié les choses, il est intéressant que j'observe aussi des potentielles crises. Ces enfants atypiques, souvent, peuvent poser problématiques auprès des maîtresses, des animateurs, de leurs parents. Et donc, les voir en moment de crise, là où ils montrent leur, euh, leur débordement, quand ils n'arrivent plus à gérer, bah, ça donne énormément d'informations aussi sur ce que vit l'enfant, comment il le vit, et est-ce qu'il arrive à canaliser quelque chose ou c'est carrément un débordement. Ça donne vraiment beaucoup d'informations également. Une fois que j'ai fait un peu ce contour-là, eh bien, j'aime bien aller voir après la carte de l'enfant en Human Design. Donc, ça me donne une indication sur son profil, sur les centres définis et non définis. Je regarde des portes importantes, dans son soleil conscient ou inconscient, sa terre consciente et inconsciente. C'est des portes en fait qui prennent beaucoup de place dans la personnalité de l'enfant et des personnes aussi adultes. Donc c'est très intéressant de voir ça. Ce que le Human Design révèle en fait chez les enfants, ça va me donner en fait ça va appuyer mes observations. Donc, je vais pouvoir me dire, ah bah c'est normal que je pense ça, que j'ai observé ça, parce que effectivement, voilà, en fait, il y a une résonance qui s'opère entre moi et eux. Les peurs, tout ça, bah, on va regarder le centre du splénique. Est-ce qu'il est défini ou non défini? Quand on parle d'enfants hyperactifs, bien sûr que je vais regarder combien il a de moteurs dans son bodygraph, mais d'avoir 4 moteurs dans son bodygraph ne veut pas dire que la personne est forcément hyperactive. Il faut mettre un gros guillemet là-dessus. Ce n'est pas parce que tu as 4 moteurs que tu es hyperactif. D'ailleurs, le Human Design n'est pas un outil diagnostique. Pas du tout. Il n'est pas conçu pour ça. Ça donne vraiment une appréciation de ce qu'est la personne, mais en aucun cas ce n'est un outil diagnostique. Je vous donne un exemple. Un enfant qui a été diagnostiqué par un psychopédagogue ou un psychologue en tant que haut potentiel intellectuel, il peut aussi bien avoir une tête et un ajna définis qu'une tête et un ajna non définis. Ça ne définit pas le fait d'être HPI ou pas. Vraiment, c'est vraiment important à avoir ça en tête. Le Human Design n'est pas un outil de diagnostic. On ne peut pas voir les choses, on se dire, ah ben il a les 4 moteurs, c'est qu'il est TDAH. Non, faut surtout pas rentrer dans ce genre de choses. C'est vraiment dangereux. Le Human Design, pour moi, dans ma pratique et dans mon quotidien, dans ma relation avec
ce qu'est l'atypisme, la différence, etc., je le prends comme vraiment un outil qui va valider mes ressentis et qui va m'aider à trouver des axes pour aider l'enfant ou l'adulte qui fait appel à moi. Comment je peux l'aider? Par exemple, connaître le type énergétique de l'enfant ou de l'adulte. Déjà, c'est essayer de l'orienter vers sa stratégie qu'il doit avoir. Si l'enfant a une problématique et je vois que c'est un projecteur, bon, déjà, je vais me concentrer sur est-ce que cet enfant a de la reconnaissance autour de lui? Est-ce que on le remarque? Est-ce que il vit le succès, la reconnaissance? Parce que c'est ça que recherche un projecteur. Donc, le type énergétique est vraiment une indication de est-ce que cet enfant vit bien, est bien aligné à son design, à son type énergétique. S'il ne l'est pas, il y a déjà ça à travailler. Ensuite, je vais regarder les centres et je vais voir, est-ce que, pareil, est-ce que ça reflète un alignement ou un non-alignement? Et donc, ça me donne des outils de travail pour me dire, je vais plus travailler là-dessus. Un enfant qui explose au niveau de ses émotions et qui est émotionnel, bien entendu que je vais essayer de l'accompagner à comprendre davantage le système de ses émotions et de vivre avec ses émotions. Parce que toute sa vie, il va vivre avec. Donc, du coup, il faut qu'il prenne conscience du fonctionnement de ces vagues émotionnelles et qu'il accepte ces choses-là comme faisant partie de lui, qu'il les apprivoise et qu'il apprenne en fait à les regarder aussi passer, parce que de temps en temps, ce n'est pas forcément des informations à retenir, et à mentaliser et à pérenniser. Quand ils vont vivre une émotion, quand on prend en charge par exemple ce genre d'enfants qui vont exploser au niveau des émotions, faire attention à notre approche parce que on va venir essayer de calmer l'enfant, on va essayer de le poser, on va essayer. Mais si on utilise, par exemple, il m'est arrivé d'essayer d'utiliser la logique, mais un enfant qui est débordé par ses émotions, la logique, ça peut ne pas marcher du tout, mais du tout. Et il m'est arrivé, voilà, de travailler avec un enfant comme ça où la logique ne prenait pas. Et en fait, il faut travailler sur ses émotions. Et ses émotions en dehors de ses vagues émotionnelles. Et on voit une réactivation de sa vague émotionnelle dès qu'on reparle du moment où il se retrouve face à un même événement. Donc, c'est important d'en prendre conscience, de le savoir en fait que c'est un émotionnel, de savoir quelle vague émotionnelle exacte il a, de savoir sur quoi on peut essayer de trouver un axe pour l'accompagner et pour l'aider. Les portes sont également des choses importantes à regarder. Comme j'ai dit, les portes du soleil, de la terre, aussi les portes de la communication. Tout ça, en fait, ça va nous donner des indications qui peuvent être très intéressantes pour accompagner ces enfants-là. Il m'est arrivé de voir des enfants qui avaient des difficultés à rentrer vraiment en relation, très problématiques. Et quand je regardais leur porte en soleil conscient, donc c'est 70% de la personnalité était basée sur une porte qui est celle de la provocation, de l'opposition. Bon, ça explique beaucoup de choses pour ces enfants-là. Après, ça se travaille. Il y a un constat, ok? Donc, ça fait partie de l'enfant. Du coup, un psychologue, il va essayer de gratter pourquoi il provoque, pourquoi. En fait, moi, je pars du principe que c'est un élément de sa personnalité. Donc, il faut voir qu'est-ce qui amplifie et qui axe sur le côté négatif, ombre de cette porte, plutôt que sur de la lumière de cette porte. Qu'est-ce qui va augmenter cette présentation ombre de cette porte? Et ça, c'est là que c'est intéressant d'accepter que ce soit son mode de personnalité, mais dans chaque porte qui peut être un petit peu plus difficile, il y a de l'ombre, mais il peut y avoir de la lumière. Et donc, du coup, il faut travailler et essayer de comprendre l'enfant, ce qu'il vit, comment est-ce qu'il le vit, ses relations, pour pouvoir l'aider vivre cette porte plus dans la lumière que dans l'ombre. Donc, voilà, si je fais une petite conclusion sur cette partie-là, l'Human Design va m'aider en regardant
le type énergétique de l'enfant, ses centres ouverts ou définis, les portes et les canaux qui peuvent être un peu plus sensibles chez l'enfant, et cette notion de stratégie et d'autorité qui vont donner des indications pour aider à accompagner ces enfants dans leurs difficultés relationnelles ou conflictuelles, en général avec les adultes ou avec ses pairs. Pour conclure, ce que je retiens à chaque fois que j'accompagne un enfant atypique comme ça, c'est que rien n'est figé. Leur sensibilité, leur particularité, c'est pas une erreur. Leur énergie, c'est pas un problème. C'est juste un langage, une expression. Il faut juste apprendre à l'écouter et à l'accompagner pour une expression plus fluide, plus dans la lumière des choses. L'human design, faut pas le voir comme une étiquette de plus. C'est plus comme une grille de lecture qui va éclairer et qui permet de mieux comprendre et surtout de se détendre, d'être plus serein par rapport à qui ils sont. Et ce, dès le plus jeune âge, en fait. Si cette vidéo a résonné pour toi ou pour ton enfant, je t'invite à aller plus loin. Tu peux télécharger gratuitement ta carte ou celle de ton enfant pour découvrir son type énergétique. Tu peux même réserver un appel découverte avec moi. Chaque être mérite vraiment d'être reconnu dans sa nature unique et c'est cette reconnaissance qui fait toute la différence. Si on veut construire un monde meilleur, eh bien, accompagnons-le et faisons en sorte que plus de personnes aient conscience et connaissance d'eux-mêmes au plus profond.